Si le Salon des refusés ne se tint en vérité qu'une seule année, 1863, il favorisa l'émergence des associations d'artistes. C'en était fini du salon comme unique moyen de populariser et vendre ses œuvres. Le salon officiel fut d'abord remplacé par le Salon des artistes français, sous l'égide de la société du même nom, qui avait succédé à l'Académie des beaux-arts, elle-même issue de l'Académie royale de peinture et de sculpture de Louis XIV. Une autre association, la Société des artistes indépendants, désireuse de s'émanciper définitivement des institutions, créa le Salon des indépendants, dont le statut abolissait tout jury d'admission. Le premier Salon des indépendants eut lieu en 1884 à Paris, avec des œuvres emblématiques de la modernité, telle cette baignade à Asnières qui vaudra au peintre le soutien sans faille de Félix Fénéon. Mais malgré leur exceptionnelle beauté formelle, aux grandes machines de Georges Seurat, je préfère ces études préparatoires au crayon compté, plus spontanées et surtout moins théoriques. Je n'ai réussi à trouver aucune des deux toiles présentées par le jeune Signac lors de ce premier salon, mais l'on voit dans cette œuvre réalisée la même année que le chantre du divisionnisme est encore en devenir. Même problème avec Henry Edmond Cross, dont le vrai nom est Delacroix, traduit en anglais pour éviter toute confusion. Son Haut Jardin du Luxembourg est introuvable en version numérisée. Parmi les artistes familiers du Salon des indépendants, on trouve le peintre Charles Engrand, qui en fut l'un des fondateurs et principaux animateurs, et qui peignit sur l'île de la Grande Jatte en compagnie de Seurat. Les salons suivants sont mieux répertoriés, aussi puis-je vous montrer des toiles dont je suis sûr qu'elles y furent présentées, comme cette étonnante parade de cirque exposée par Seurat en 1888. 2 ans auparavant, le douanier Rousseau y avait montré son œuvre peut-être la plus onirique, où une colombine de Commedia dell'arte se promène sous la lune avec un clown blanc atteint de mélancolie. Contrairement à une idée reçue, le Champ de blé au corbeau n'est pas le dernier tableau de Vincent van Gogh. Inachevé, la rue d'Auvers fut exposée au Salon des indépendants après sa mort. En 1903, Jacqueline Marval y présenta ses odalisques au bain qui firent leur petit effet. Ses œuvres avaient enfin été acceptées 2 ans auparavant sous le nom de Madame Jacques Marval, ça ne s'invente pas. Ce n'est pas encore le Raoul Dufy que nous connaissons. Cette année-là, ce Dufy-là, chevalet sur le dos, arpente les sentiers côtiers entre Le Havre et Fécamp en compagnie de son ami Albert Marquet. Boronali, en voilà un beau nom d'artiste. Boronali, alias Ali Boron, alias Lolo, l'âne du père Frédé, tenancier du Lapin Agile à Montmartre. C'est fou ce qu'on peut faire avec la queue d'un âne. Nettement plus intéressant sur le plan plastique, cette huile du peintre philosophe Albert Glaise, qui n'est rien moins que l'un des fondateurs du cubisme. Les phoques appartiennent à la famille des Polémoniacées, vous savez tout. Tout l'esprit du cavalier bleu ou Blaureiter dans cette œuvre de Vassili Kandinsky, qui passe à tort pour une aquarelle. Mais il est vrai qu'il s'y joue de l'huile comme un aquarelliste le ferait de l'eau. Ce portrait du peintre Malaguen est considéré comme un chef-d'œuvre du cubisme analytique. Mais tant qu'à faire, il faudrait créer une catégorie à part pour Juan Gris, celle du cubisme poétique. Aujourd'hui fondu dans Art Capital, le Salon des indépendants eut plus de détracteurs que de laudateurs. Ainsi le critique Louis Vauxel osa-t-il écrire que les navets y abondaient, comme en tout salon, de quelque couleur qu'il soit. Le Salon des indépendants, ce sont finalement les artistes qui en parlaient le mieux. C'est un salon de peintres pour les peintres, un salon de manifestation artistique. C'est son renouvellement éternel qui fait sa raison d'être, écrivit de son côté Fernand Léger.